Alors, vous avez déjà souligné dans votre question un des aspects principaux et malheureux, c'est qu'on peut penser raisonnablement qu'il ne voudra pas perdre la face, que la vie humaine n'a aucune valeur pour lui, même pour ses soldats, parce que finalement, il nous chante le couplet des nazis ukrainiens tueurs de Russes qui génocident les Russes. En attendant, le génocide, oui, je viens d'inventer le terme génocider. Celui qui est à l'origine de la mort de beaucoup de Russes, c'est lui, puisque vous avez peut-être entendu des estimations, ou on ne sait pas si c'était une fuite, sur la Komsolskaya Pravda, lundi, qui faisait état de 9861 soldats russes morts, donc c'est-à-dire là maintenant on a déjà 5 jours. Les estimations de services américains parlent de 10 000. On est à peu près à 20 000 soldats russes hors d'état de combattre. Les pertes matérielles sont aussi énormes. Faut bien se dire que quand ils bombardent systématiquement les villes, c'est que s'ils en sont réduits à ça, c'est bien que sur le terrain, ça ne se passe pas comme ils le voulaient. En plus, avec les communications qui sont interceptées, on peut les entendre, on peut entendre que sur le terrain, c'est un petit peu, par certains endroits, la débandade, ou alors des choses dramatiques qu'on peut entendre et qui, j'espère, serviront un jour à un tribunal pénal international pour tous les crimes qui pourraient être commis, ou qui sont déjà commis. Donc là, la partie russe, à moins d'une révolution de palais en laquelle je croirais plus qu'une révolution populaire, à moins de mouvements massifs dans l'armée, de défection. Alors il paraît qu'il y a des désertions, puisque en fait les soldats russes, notamment les troupes, alors il a quand même bien fait attention à faire venir des troupes qui venaient de l'extrême-orient. Il n'a pas fait venir des troupes qui étaient les plus proches des casernes situées près de la frontière ukrainienne, puisqu'il a dû se dire que peut-être dans ces soldats-là, qui constitue aujourd'hui sa réserve, il y a peut-être des Ukrainiens ou des gens qui ont la famille en Ukraine et que c'était plus facile d'envoyer l'appeler l'extrême-orient, qui pour le coup, lui, il n'a aucune idée de ce qu'il fait sur le terrain. Il dort dans des tranchées, il mange froid quand il mange, donc ils ont des engelures, ils n'ont pas grand-chose pour être soignés sur place, et puis ils prennent le feu de tous les côtés. Donc là, ce qu'on peut craindre, c'est un enlisement, parce que je ne vois pas les Ukrainiens, et je pense que maintenant tout le monde en est convaincu, et Poutine le premier, que l'idée nationale ukrainienne existe, que là, et Violetta l'a dit très justement, on peut dire que pour les Ukrainiens, résister est une question vitale, puisque là, il ne s'agit pas seulement de sauver un État, mais c'est l'anéantissement de l'Ukraine. C'est pas seulement l'anéantissement de l'État de l'Ukraine qu'on a décidé en haut lieu ukrainien, c'est l'anéantissement de l'idée nationale ukrainienne. Donc là, c'est une question existentielle. Donc dans ces conditions, non, personnellement, je ne vois pas le conflit s'arrêter demain, ni après-demain. J'ai peur que ça dure. Le pays est imprenable pour la Russie. Et imprenable, il aura toujours affaire à une guérilla intense, à des combats de rue très violents. Les Russes, comme toute armée, ils ont beau être surarmés avec du bon matériel, envoyer des chars dans les rues de Kiev, c'est pas possible. À un moment, et quand bien même il peut raser les villes comme à Mariupol, ça crée aussi... il est très féru d'histoire, donc il a dû lire des choses sur Stalingrad. Donc s'il a envie d'aller dans les villes et en réduire ce... Donc j'ai peur que la violence, l'élévation de la violence, pour moi, est un aveu de faiblesse du Kremlin, malheureusement. C'est horrible de dire ça, mais on en est là, et je vois pas comment ça peut s'arrêter là tout de suite. Je vois pas. Il y a peut-être deux facteurs encore supplémentaires. Il fait beaucoup d'efforts pour faire entrer le Bélarus, aussi, donc l'armée de Lukashenko, mais Lukashenko essaie tant bien que mal de résister, de ne pas se laisser embarquer complètement. D'autres pays ont refusé, Kazakhstan, Arménie, il s'est adressé aussi pour faire arriver des soldats. Donc il est un peu seul quand même, pour l'instant. Et il y a aussi l'effet, je suis d'accord avec l'analyse de Mathieu, il y a peut-être un élément à ajouter, c'est que l'effet des sanctions, à un moment donné, donc techniquement ils ont beaucoup de pertes, humainement c'est 1000 hommes par jour qui sont mis hors état de nuire et de combattre, donc à un moment donné
ils auront bien de mal à renforcer. Donc, bon, ils vont chercher des légionnaires dans d'autres pays, mais bon, déjà les Russes ils sont perdus en Ukraine. On a enlevé tous les signes routiers, ils ne savent pas comment s'orienter. Les Syriens ou les autres mercenaires, ils sont aussi en difficulté. Par contre, l'effet des sanctions. Techniquement, il y a déjà des problèmes. Par exemple, leurs avions ne peuvent pas voler parce qu'ils n'ont pas les pièces de rechange. En fait, donc, ils ne pourront pas renouveler leur matériel, leur armement pour manque de pièces, à cause des liens économiques qui sont rompus. Et quelque part, à long terme, ça deviendra un problème pour la Russie. Mais bien sûr, il va encore faire un peu comme en russe, vous savez, on dit Abéziana Granata, un singe avec une grenade, avec une bombe. Donc il fait la menace de la bombe nucléaire depuis le premier week-end, en fait, quand il va entendu parler des sanctions coordonnées et harmonisées de l'Union européenne et des partenaires occidentaux. Il avait traité ça comme des gestes inamicaux. Et donc l'arme nucléaire. Mais bon, l'arme nucléaire, ça va toucher aussi la Russie. C'est-à-dire, il ne peut pas se mettre à l'abri dans son bunker et lui dire il n'y aura pas de riposte. Donc effectivement, une révolution au palais, ça serait peut-être la solution la moins pire. Et j'ajouterais une chose, en début de semaine, la Russie avait vendu depuis le 24 février pour 17 milliards de gaz et de pétrole aux pays de l'Union européenne, au dernier qui s'approvisionne encore. C'est-à-dire, c'est pratiquement, on est à pratiquement, je vais faire le calcul très rapidement, le budget russe, je crois le budget de l'armée était de 46 milliards par an. Je crois, ce qu'il avait pour les chiffres qu'on a entendus pour le coût de la guerre, ça a été annoncé 20 milliards de dollars par jour de guerre. Et comme c'est très poreux, vous savez, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, Gazprom c'est l'État russe, donc ces 17 milliards, concrètement, aujourd'hui, financent la guerre. Donc, un jour, quand il n'y aura plus de financement, sa guerre, parce qu'ils proposent des primes pour envoyer tous ces mercenaires, toutes ces choses-là. Il y a des promesses, même pour les collaborations locales, il promettait $2000, des choses comme ça, mais à un moment. Et qu'est-ce qu'il va récupérer comme territoire? Parce que là, on a bien compris, je pense que le plan, c'est de remettre le Donbass dans ses limites administratives, de punir Mariupol, qui est resté l'Ukrainien, et puis de prendre tout le littoral de la mer Noire. Mais il va falloir du temps pour faire tout ça, et qu'est-ce qu'il aura à la fin? Des villes rasées? Est-ce qu'il va faire ça aussi à Odessa, qui dans l'âme russe Odessa après Sébastopol? Donc on peut s'interroger jusqu'au boutisme et puis en espérant qu'autour de lui ça cogite un petit peu.